C'est parti pour la partie analyse de cette enquête à la maison des poupées. Au début de l'enquête, on est dans la première chambre. Je pose une question toute simple. Est-ce que vous pouvez, par exemple, si vous ne pouvez pas utiliser des appareils, est-ce que vous pouvez taper un grand coup quelque part dans la maison? On entendra sûrement. Sur place, rien du tout. Silence total. Mais au revisionnage, c'est une autre histoire. Quelques secondes après ma question, on entend un toc très net dans la salle des poupées, puis un second toc un peu plus faible. Et là honnêtement, le timing colle parfaitement. Si on s'arrêtait à ces images, on pourrait presque dire que quelqu'un nous répond. Mais très vite, un détail me gêne. Si c'est vraiment une réponse, pourquoi produire un bruit dans une pièce éloignée à un endroit où on ne peut absolument pas l'entendre sur le moment? Et surtout, pourquoi faire 2 tocs alors que je n'en ai demandé qu'un seul? Je garde ça en tête, à ce stade c'est intriguant, mais rien de plus. Jusqu'au moment où tout s'emballe. Quelques minutes plus tard, je pose une question beaucoup plus claire. Est-ce qu'on est les bienvenus ici ou est-ce qu'on vous dérange? Si on est les bienvenus, est-ce que vous pouvez nous le signaler en faisant un bruit? Un toc, comme ça. Si on n'est pas les bienvenus, 2 tocs. Comme ça. Faites un toc si on est les bienvenus, 2 tocs si on ne l'est pas. Encore une fois sur le moment, rien. Mais au revisionnage... Allez-y, c'est à vous. De toc, propre, dans le délai exactement ce que je viens de demander. Je ne vais pas vous mentir, sur l'instant, j'ai eu un petit frisson. C'est net, c'est propre, ça ressemble vraiment à une réponse intelligente. On pourrait croire que la maison nous dit clairement « partez », mais vous me connaissez, on va creuser. En analysant les images de la caméra qui surveillait la salle des poupées, je découvre quelque chose d'important. Il n'y a pas eu 2 tocs, mais environ 7, tous identiques. Tous dans la même pièce, et surtout, la majorité n'a aucun lien avec nos questions. Autrement dit, seulement 2 de ces tocs tombent au bon moment. Statistiquement, c'est exactement ce que produirait un phénomène aléatoire. En psychologie cognitive, on parle ici de détection de motifs. Notre cerveau est extrêmement performant pour repérer des coïncidences, surtout quand elles sont rares et émotionnellement marquantes. Il va naturellement retenir ce qui colle et oublie tout le reste. Et quand on ajoute à ça le contexte, une pièce remplie de bois, de meubles anciens, de matériaux soumis à la fraîcheur de la nuit, la dilatation thermique peut parfaitement produire ce type de bruit sec. Alors oui, pris séparément, ces 2 moments sont incroyablement troublants. Mais replacés dans l'ensemble de l'enquête, la piste du phénomène naturel reste la plus probable. Et pourtant, quand 2 tocs répondent exactement à votre question dans une pièce remplie de poupées, même en connaissant l'explication la plus logique, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un léger frisson. Nous changeons ensuite de pièce et nous nous retrouvons dans la 2e chambre de l'étage. Dans cette pièce, on ressent immédiatement du froid et surtout des courants d'air marqués. Petit frisson. Il y a la fenêtre en même temps. Il est peut-être pas très étanche. J'ai des frissons moi dans le coin, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a un courant d'air qui traverse des voies aussi. De part et d'autre, il y a des accès aux combles mal isolés avec de grandes portes laissées ouvertes. Le ressenti de frisson en soi n'est pas un indicateur fiable. Il est fortement influencé par le froid, les courants d'air, mais aussi par le contexte émotionnel. Des études montrent que ce type d'environnement active le système nerveux autonome, ce qui peut provoquer hypervigilance, frissons et sensation de présence. 10 minutes 25. Au revisionnage, on distingue une séquence sonore claire. Sur le moment, chacun l'interprète à sa manière. Pour moi, ça ressemble à un ronronnement, presque, une voix lointaine. Pour Urbex Exe, ça évoque plutôt un chien. Après, c'est peut-être là, oui, parce que j'ai entendu aussi une sorte de... comme un chien qui aboyait. Mais... j'ai l'impression d'entendre ronronner un peu comme si ça parlait des fois. Non? Ce phénomène est bien connu, on parle de pareidolie auditive. Face à un son ambigu, le cerveau tente de lui donner du sens en le rapprochant de ce qu'il connaît. À 10 minutes et 54 secondes, un nouveau grincement se fait entendre. Je pense d'abord au plancher, je teste. Pas de panique, cette danse curieuse n'est pas un signe de possession. Je teste simplement le plancher pour voir s'il grince. Mais rien ne bouge. Le son ne vient pas de là. Quand on réécoute attentivement, la séquence sonore suit une logique claire. Grincement, toc, grincement. L'hypothèse la plus crédible est celle d'un élément extérieur, volet,
porte, fenêtre ou structure lambda mal fixée qui réagit à coups de vent. Dans un bâtiment ancien, c'est extrêmement courant. Le toc n'est alors pas un événement isolé, mais la conséquence directe du mouvement. À 18 minutes et 24 secondes, une autre caméra filme la porte d'entrée. Là pour nous, tout semble calme. On ne voit rien, on n'entend rien, et pourtant, au même instant, une lueur blanche traverse la vitre de la porte d'entrée. On est loin de se douter que, pendant qu'on avance tranquillement, quelque chose se manifeste peut-être, sans qu'on le remarque. Pour la deuxième fois, la lueur apparaît sur la vitre de la porte d'entrée. Elle surgit de la droite, glisse vers la gauche, s'arrête net, puis semble repartir d'où elle vient comme si quelque chose l'effrayait. Au revisionnage, on voit une lueur blanche qui traverse le champ, semble faire demi-tour et donne l'impression d'une silhouette. Pris hors contexte, c'est troublant. Mais sur le moment, nous ne voyons absolument rien. Et surtout, Urbex Exe n'est plus avec nous. Il s'est déplacé ailleurs, lampe allumée. Ça y est, ça cogite là-dedans. La silhouette n'est rien d'autre qu'un reflet de sa lampe sur la porte vitrée. Ce type d'illusion repose sur l'interférence perceptive. Le cerveau complète une information visuelle incomplète à partir du contexte. Une lumière mobile, un cadre fixe, un environnement sombre, et il reconstruit une forme cohérente, souvent humaine. Les derniers éléments troublants concernent la séance d'Esthès. Urbex Exe met le casque, la radio tourne, la séance commence. Sur le moment, il ne dit rien. Il pense écouter de la radio. Mais à l'écoute de la bande, plusieurs mots ressortent. Certaines phrases tombent à côté. Est-ce que vous êtes dans le couloir? D'autres semblent tomber pile au bon moment. Quel était votre prénom? Est-ce que vous voulez qu'on se dirige là-bas, vers le couloir? C'est ici que le biais de confirmation entre en jeu. On retient les mots qui semblent répondre et on ignore naturellement tous les autres. Sur l'ensemble de la séance, seuls 3 éléments environ peuvent être interprétés comme des réponses potentielles. Statistiquement, c'est exactement ce que l'on attend d'un flux radio aléatoire interprété a posteriori. Même avec toutes ces explications, il faut rester honnête. Oui, tout est explicable. Oui, il s'agit de radio, de son, de structure. Oui, le hasard joue un rôle majeur. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne peut absolument rien avoir d'autre ? Pas forcément. Il reste toujours cette petite part d'ombre. Quelque chose que l'on ne perçoit pas encore. Quelque chose que l'on ne sait pas mesurer. Le problème, c'est qu'il est impossible de faire la part des choses. Alors pour trancher, il ne nous reste qu'un outil fiable, la science. Et notamment le rasoir d'Occam. Quand plusieurs explications sont possibles, celle qui nécessite le moins d'hypothèses est généralement la plus probable. Ici, l'explication la plus simple reste de la radio, des phénomènes naturels et quelques coïncidences bien placées. Ce qui n'empêche pas de rester curieux, ni de continuer à chercher. Parce que si un jour cette part d'onde devient visible, il faudra être capable de la reconnaître. Voilà pour l'analyse complète de cette enquête à la Maison des Poupées. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, on n'est pas dans un lieu ancien chargé de siècles d'histoire, mais dans une maison relativement récente, abandonnée depuis une quinzaine d'années seulement. Et c'est justement ce point-là qui rend cette enquête encore plus intéressante. Parce que même dans un bâtiment récent, les matériaux travaillent, les courants d'air circulent, les sons se propagent, et notre cerveau peut très facilement combler les vides quand le contexte s'y prête. Quand on remet chaque élément à sa place, les tocs, les frissons, les grincements, les reflets, les mots issus de la radio, une grande partie des phénomènes trouvent des explications rationnelles liées à l'environnement, à la perception et à nos propres biais cognitifs. Ça ne veut pas dire que tout est banal, certaines coïncidences restent troublantes, certains timings interpellent, et il reste toujours cette zone grise, ce petit doute qui fait que l'expérience ne laisse pas totalement indifférent. Mais c'est exactement pour ça que ce travail d'analyse est essentiel, parce qu'en enquête paranormale, le plus grand danger ce n'est pas ce qu'on ne comprend pas, mais ce qu'on croit comprendre trop vite. Alors avant de parler de présence, d'intention ou de réponse intelligente, il faut d'abord comprendre le lieu,
son état, son abandon et la manière dont notre cerveau interprète ce qu'il perçoit. Si vous avez entendu quelque chose que nous aurions manqué, si votre interprétation diffère de la mienne ou si un passage vous a particulièrement marqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête où, comme toujours, on gardera l'esprit ouvert mais les pieds bien ancrés dans le réel.